Alors, on démarre donc la deuxième partie, on va dire, du cours sur les équilibres redox. On va construire ce qu'on appelle des diagrammes potentiels pH. C'est un petit peu comme les diagrammes de prédominance, mais c'est à deux dimensions. Et je dirais que les applications qu'on va avoir sont un petit peu les mêmes. Alors, on démarre par un rappel. Le potentiel redox d'une solution. D'une solution... Pourquoi ça fait ça? Bon, potentiel redox d'une solution à l'équilibre chimique, ça n'a de sens qu'à l'équilibre chimique, c'est le potentiel redox commun à tous les couples redox présents dans la solution. D'accord? Je vous rappelle ça du précédent cours. L'application de ça, je vous rappelle, c'est le calcul des constantes de réaction des équilibres redox, d'accord, pour pouvoir appliquer la loi d'action de masse sur un équilibre redox. Et puis, si on y réfléchit bien, c'est grâce à ça, finalement, qu'on peut exploiter les diagrammes de prédominance qu'on avait fait. Donc, on établit un diagramme de prédominance pour chaque couple. Et finalement, comme le E à la fin est le même, voilà, c'est comme le pH. Le pH, il est le même pour tous les couples acide-base. Bon, voilà, d'accord. Voilà. Donc, il faut bien que le E soit le même pour tous les couples pour pouvoir faire cette interprétation. Cette exploitation, pardon, des diagrammes de prédominance. Pourquoi c'est épais? Bon, ok. Alors, on a établi un diagramme de prédominance pour les couples redox, dont la demi-équation électronique ne comporte pas d'ion H3+ ni HO-, d'accord, en fonction du potentiel redox en E de la solution contenant le couple. On va se proposer en fait de généraliser cette démarche à un ensemble d'espèces possédant un atome en commun C qui n'est pas au même nombre d'oxydation dans toutes les espèces de l'ensemble. Alors, on va voir un exemple sur le fer, mais c'est un petit peu comme ça va ressembler, si vous voulez, à un polyacide ou une polybase, d'accord, voilà. Donc, une espèce, quelque part, qui sera capable de céder d'un côté plusieurs protons, quand c'était le polyacide, ou céder plusieurs électrons de manière un petit peu différente. Voilà, et donc, alors, ça veut dire qu'en fait, on va avoir un ensemble d'espèces qui vont posséder un élément en commun, et cet élément en commun, il ne sera pas au même nombre d'oxydations partout. Voilà. Alors, les espèces de cet ensemble pourront appartenir à des phases différentes. Alors, ça, on avait déjà vu, dissoute, solide, mais on pourrait inclure aussi une phase gazeuse ou une phase liquide, d'avoir une espèce redox purement un liquide qui ne se mélange pas à l'eau, ça peut arriver. Avec en particulier le mercure, si ce n'est pas le mercure qu'on fera dans ce qui suit. Et dernière chose, dans les demi-équations électroniques vont contenir des couples redox on aura des couples redox donc, dont les demi-équations électroniques vont contenir des ions H3+ et HO-, donc pour lesquels on n'avait pas pu faire de diagramme de prédominance. Alors, on va aboutir à un espèce de diagramme de prédominance-existence. Alors, prédominance pour certains, existence pour d'autres, à deux dimensions, faisant intervenir donc en ordonnée le potentiel redox E de la solution, dans laquelle se trouvent les espèces en question, et en abscisse le pH de cette solution. Voilà. On traitera dans ce chapitre l'exemple qui est au programme, un exemple qui est généralisable. C'est l'ensemble des espèces, enfin un ensemble d'espèces contenant l'élément fer. Alors, pour bien comprendre comment on peut justifier finalement ce diagramme qu'on appelle diagramme potentiel pH, un diagramme de prédominance existence donc à deux dimensions. On va donc se baser sur cet exemple et on va faire d'abord un diagramme de distribution pour bien comprendre les propriétés de ce diagramme, diagramme potentiel pH. Pourquoi on peut l'interpréter comme ça, pourquoi on peut le construire comme ça. Sinon, on est amené à finalement admettre beaucoup de choses, et que c'est un petit peu gênant, alors qu'en fait, c'est assez simple de comprendre pourquoi on peut faire toutes ces choses-là. Alors, on a dans une solution les espèces redox contenant l'élément fer, alors que j'ai regroupé par valeur égale pour le nombre d'oxydations du fer. Alors, le fer solide, fer métallique, son NO c'est 0, c'est le métal. Ensuite, on va avoir donc le fer 2, espèce dissoute, et FeHO2, c'est un précipité, d'accord. Donc ici, le NO, c'est +2, puisque FeHO2, c'est un solide ionique, où Fe est présent sous forme d'ion Fe2+, et HO sous forme d'ion HO-.
Voilà, donc on a en fait des ions Fe2+, dans les deux cas. Hein. Et puis, on va avoir également, donc, quatrième et cinquième espèce, Fe3 et FeHO3. Et donc, le nombre d'oxydation du fer, là-dedans, c'est +3. Voilà. D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai annoncé. Hein. On a un élément en commun, on a un atome en commun, l'atome de fer, hein, qui n'est pas au même NO partout. Alors, il peut y avoir deux éléments qui ont le même NO, hein, mais globalement, le NO n'est pas le même. Sinon, il n'y aurait pas d'aspect redox. On suppose qu'on connaît les nombres de moles initiales de chacune des espèces qu'on aura mis en solution. Alors, on peut en mettre qu'une, on peut en mettre deux, etc. On suppose qu'on ajoute à cette solution d'autres espèces redox, tant qu'on en veut, et ou des ions H3+, des ions HO-, de sorte qu'on peut porter le potentiel redox de cette solution et son pH à des valeurs quelconques. Et on souhaite, à partir de ces deux valeurs, imaginons qu'on les mesure expérimentalement, retrouver en fait les concentrations des espèces redox issues, donc les 5 que je viens de mentionner, donc, qui dérivent du fer. Alors, comment se présente ce problème? Quelles sont les équations qui vont régir ces concentrations? On va d'abord bien analyser tout ça. Voilà. Ça nous permettra déjà de bien se mettre dans la tête les équations qu'on va exploiter pour construire, je dirais, le diagramme potentiel pH tel qu'il est à votre programme. Et ça va aussi nous servir pour faire ce diagramme de distribution qui sera une introduction, enfin, moi je trouve indispensable pour faire ce diagramme potentiel pH. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couple en solution? Alors, dès qu'on va avoir un couple en solution, on va avoir un potentiel redox du couple, et donc à l'équilibre, le potentiel redox de la solution est égal au potentiel redox de tous les couples. D'accord? Alors, on a potentiellement, j'ai mis en solution les couples redox suivants. Alors attention, il y a une petite difficulté. Fournissant une expression du potentiel redox de la solution, comme je viens de vous le dire. Alors attention là, si le fer existe, j'ai le couple Fe2+, Fe. Si le fer n'existe pas, je n'ai pas ce couple-là. Bon. Alors si le fer existe, la demi-équation électronique, c'est celle-là. Donc le potentiel redox de ce couple, donc le potentiel redox de la solution, il est fourni par cette expression-là, ou ce que j'ai noté en abrégé E01, c'est le E0 du couple, donc Fe2, Fe. Voilà, 0,06 sur 2, bon, il n'y a pas de doute, log de Fe2+, forme oxydée, divisé par 1, activité de la forme réduite. Voilà, le E0, c'est moins 0,44 volts. Alors, voilà, d'accord, donc si le fer existe, le E de la solution est donné par cette expression en particulier, sinon, le potentiel de la solution, le potentiel redox de la solution, n'est pas donné par l'expression de E situ. Donc, en gros, ça, je barre. Si je n'ai pas de fer, cette équation-là, je la barre. Autre couple redox en solution, j'ai le couple Fe3, Fe2+, d'accord, Fe3+, Fe2+, alors le E, c'est, voilà, le E correspondant, donc potentiel redox de ce couple, donc là, il existe toujours celui-là, on ne peut pas ne pas avoir ces ions, d'accord, même en quantité très faible, ils sont toujours présents, donc le E de la solution est au moins toujours égal à cette expression, c'est E, c'est le E0 donc du couple Fe3, Fe2, j'ai noté E02, plus 0,06 sur 1 log de forme oxydée, voilà, sur forme réduite, activité chimique, donc concentration. Voilà. Et le E0 de ce couple, c'est 0,77 volts. Voilà. Voilà comment est relié donc le potentiel redox de la solution en concentration de certains ions. Alors, évidemment, on peut peut-être y penser, ce n'est pas votre programme, il y aurait d'autres couples du style Fe HO3 et FeHO2, c'est aussi un couple redox que Fe et aussi à des nombres d'oxydation différents. Mais ça n'apporterait pas d'équation supplémentaire, si vous voulez. Voilà. Alors, donc, évidemment, on va prendre les couples les plus simples. Alors, on a éventuellement les équilibres chimiques suivants, conduisant, s'ils existent, à certaines équations. Alors, ce sont les équilibres de précipitation. Voilà, on y pensait bien. Donc Fe2+, plus 2HO-, ça donne FeHO2, d'accord. Donc si cet équilibre existe, j'ai cette loi d'action de masse, d'accord, avec le KS, d'accord. Ça, c'est si le précipité existe. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si le précipité n'existe pas, cette loi d'action de masse n'est pas satisfaite. Mais qu'est-ce que j'ai? Alors, ça rejoint quelque chose qu'on avait vu pour savoir si un précipité existe ou n'existe pas. On avait calculé le QS, le quotient de solubilité. Et ce quotient de solubilité, il était calculé à partir des concentrations initiales. D'accord? Alors, tout ça, ça va bien, si vous voulez, quand j'ai qu'un seul précipité possible. Ici, ce qui se passe, c'est que j'ai un deuxième précipité possible, c'est le FeHO3. D'accord?
avec voilà, la réaction Fe3+, plus 3HO-. Bon, si le précipité existe, on a ce KS2 qui est vérifié. Bon, voilà. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous voyez que ça ressemble ici un petit peu, ce que j'ai écrit là, ça ressemble un petit peu au QS, mais c'est pas calculé à partir des concentrations initiales. Alors, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez des précipitations compétitives, hein, imaginons qu'on mette Fe2, Fe3 et puis adhésion HO-, il se peut très bien que les QS, à la fois de la précipitation de Fe2 et de la précipitation de Fe3, soient simultanément supérieurs à leur KS respectif, et que pour autant, si vous voulez, une réaction l'emporte sur l'autre, et là en l'occurrence, il y en a une qui a 10 puissance 38, hein, et l'autre qui a 10 puissance 15, donc il y en a quand même une qui risque d'être prépondérante, et qu'au final, finalement, il n'y a qu'un seul ion qui précipite et pas l'autre. Alors qu'au départ, les deux QS, finalement, nous permettaient de penser que les deux allaient précipiter. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut plus raisonner avec le QS comme je l'ai fait. On raisonne, si vous voulez, a posteriori. Hein. Voilà. Soit, évidemment, on voit bien que c'est cette condition qui va être vraie, d'accord, hein. Évidemment, on ne peut pas avoir Fe2+, facteur de HO- carré supérieur à KS, sinon à ce moment on sait que ça peut précipiter, il y a suffisamment d'ions pour que ça précipite. Donc si ça ne précipite pas, c'est que forcément les concentrations finales, hein, vérifient cette inéquation. D'accord? Très bien, les concentrations finales, hein, vérifient cette inéquation. Peut-être ce qui est un petit peu nouveau, hein, par rapport à ce qu'on avait vu. D'accord? Donc pareil pour l'autre, hein, c'est un petit peu effacé là, voilà. Hein, ok, voilà, donc on a ces conditions voilà, qui vont porter sur les concentrations finales. Hein, voilà. On va voir comment ça... Parce qu'évidemment, les concentrations finales, vous allez me dire, mais on ne peut pas les tester a priori, bien sûr. Donc il faudra les calculer, etc. Et puis voir si elles sont vérifiées ou pas. Et alors ça nous fait déjà, bon, a priori 4 équations. Enfin. Et on a la conservation de la matière, hein, et donc la conservation de l'atome de fer. Hein. Je répète, imaginez que vous mettiez 10 atomes de fer, hein, et que ça se transforme en Fe2, FeHO2, Fe3 et FeHO3. De toute façon, si on faisait le compte des Fe, Fe2, FeHO2, Fe3 et FeHO3, il y en aurait forcément 10 aussi. D'accord? Parce que voilà, ils contiennent tous un atome de fer. Hein. Voilà. Donc le nombre de moles de l'atome de fer, c'est le nombre de moles qu'on a mis initialement. Hein. Donc ça peut être si on a mis que du fer, par exemple, bon, c'est le nombre d'atomes de fer qu'on a mis initialement dans le métal. On peut avoir mis que du Fe2, on peut avoir mis que du Fe3 ou la somme des deux. Bref, hein, au départ, on va avoir mis un certain nombre de moles d'atomes de fer sous différentes formes. On peut même avoir mis un précipité si on veut. Voilà. Et donc ce nombre de moles, hein, qu'on va avoir mis au départ, hein, le N0 du fer, hein, divisé par le volume de la solution, voilà, c'est ce C, hein, concentration donc totale en atomes de fer. Voilà. Ok, bon voilà, donc là a priori, on a fait le tour de ce qu'on pouvait sortir, disons, par rapport à ce que la chimie nous fournit comme équation. Alors donc, on va se mettre à E et pH donné. Hein. Alors HO- à ce moment-là, c'est pas une inconnue, puisque HO- c'est KE divisé par H3+, et H3+, est 10 puissance moins pH. Donc ça veut dire que si j'ai le pH, j'ai bien sûr la concentration en ion HO-. Donc c'est pas une inconnue. Donc finalement, là-haut, on a, bon an, mal an, on va dire, 5 équations, enfin pas sûr quand même, hein. Bon, parce qu'il peut y avoir des inéquations là-dedans. Et on a 5 concentrations inconnues. Bon, donc a priori, ça se présente comme il faut. 5 concentrations inconnues, donc des 5 espèces mises en jeu, donc je vous ai répété ici. Voilà. Alors, j'ai fait un petit bilan ici. Pardon, j'ai fait un petit bilan de ces équations, d'accord. Voilà. Alors, donc la première, c'est E égale E01 plus 0,06 log de Fe2+. Alors, ça donne le potentiel redox de la solution, mais si et seulement si le fer est présent. Hein. Donc, soit cette équation, soit elle existe, ou, je dirais, voilà, on n'a rien, hein, ou elle est absente, hein, d'accord. C'est-à-dire que si le fer n'est pas présent, cette équation n'existe pas. Hein. Voilà, on a toujours E égale E02 plus 0,06 log de Fe3 sur Fe2. Hein. Voilà, ce que je vous ai mis donne toujours le potentiel redox de la solution. Voilà. Ensuite, donc, les deux équations ou une équation donc, liée à la précipitation en effet HO2 ou en effet HO3. D'accord. Voilà. Ok, donc je vous ai répété ici. Hein. Donc on a évidemment l'égalité si F et HO existent. Hein. Sinon, c'est l'inéquation. Voilà. D'accord. Et puis, voilà, la conservation de la matière. Donc,
voilà, noter CM par la suite. Voilà. D'accord? Donc, c'est ça qui contraint, on va dire, mathématiquement notre problème. Alors, voilà, il faut résoudre donc le système ci-dessus, hein, et on est obligé de faire des hypothèses, hein, a priori, sur l'existence et la non-existence en fait, des solides à E et pH donnés. Alors, ce qui va nous simplifier un petit peu la vie, c'est qu'en fait, on va voir, c'est que deux solides ne peuvent pas coexister, sauf sur une courbe, hein, c'est-à-dire sauf sur un ensemble de surfaces nulles, du plan EPH. Voilà. Donc, voilà, la probabilité pour que deux solides coexistent, si vous voulez, elle est nulle, quelque part, parce que ça peut exister que sur une ligne. Donc, quelque part, physiquement, c'est irréalisable, parce qu'on ne peut jamais être en un point donné physiquement. Il y a toujours une imprécision sur le point. Alors, pourquoi je dis ça ? On aura l'occasion de le revoir hein, quand on construira le diagramme potentiel pH. Mais prenons par exemple, est-ce que je peux avoir à la fois du fer et du FeHO2 ? Si j'ai à la fois du fer et du FeHO2, eh ben, ça veut dire que ces deux équations sont valables. D'accord ? Or, alors donc E est donné, E c'est un paramètre, HO- c'est un paramètre aussi. Il me reste donc plus que Fe2+ comme inconnu, et j'ai deux équations pour une seule inconnue Fe2+. Donc soit à coup de chance, ces deux équations ont la même solution, dans ce cas, il y a coexistence des deux espèces, mais sinon, c'est pas possible. D'accord ? De manière générale, c'est pas possible. Hein. Donc, il faut évidemment qu'il y ait des valeurs particulières de E et de HO-, hein, donc de E et de pH, pour que les solutions soient les mêmes. Hein, pour que les solutions de ces deux équations soient les mêmes. Hein. C'est facile à voir, hein, il suffit de, je sais pas, vous écrivez par exemple Fe2+, c'est KS1 sur HO- carré, d'accord ? Fe2+, c'est KS1 sur HO- carré, et vous le réinjectez là-dedans. Voilà. Et vous trouvez à ce moment-là une solution sur E et sur HO-, hein, pour que les deux solides existent en fait. Voilà. Et on s'aperçoit en fait que ça ne fait plus qu'une ligne, qu'une courbe, qui en fait sera une droite dans le plan EPH. Hein. Voilà. Donc si je veux raisonner en surface, si vous voulez, je n'ai pas besoin de considérer le cas où deux solides pourraient coexister. Parce que sinon on ferait 3 ou 4, etc. Donc finalement, il n'y a que 4 hypothèses à faire. Hein. Soit seul Fe existe, soit seul le FeHO2 existe, soit seul le FeHO3 existe, soit aucun solide n'existe. Voilà, d'accord ? Et on va vérifier en fait ces hypothèses hein, par cohérence interne, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que Fe existe, et on vérifie que sa concentration est non nulle, hein, et non négative en l'occurrence. Hein, d'accord ? Voilà. Alors ça peut paraître toujours un petit peu bizarre hein, de faire une hypothèse, et puis dans le cadre même de cette hypothèse de vérifier, en fait, hein, c'est pourquoi ça marche, c'est qu'on admet en fait implicitement hein, que le système d'équation une équation n'admet en fait qu'une seule solution à E et pH donnée. Donc en gros, quand vous avez trouvé une qui satisfait tous les critères, c'est positif, etc. Et ben, vous admettez plus ou moins implicitement que comme ce système admet une unique solution à E et pH donnée, ben vous avez trouvé la solution. D'accord ? Il ne peut pas y en avoir d'autres, donc c'est bon. Hein, voilà. Et ça, c'est toujours un petit peu le... Voilà, les équations sont toujours données sur des critères chimiques, physiques, etc. Hein. Et finalement, à la fin, ça satisfait quand même un critère mathématique, c'est un critère d'unicité. Et ça, il n'y a pas que là qu'on voit ça. Hein. Il y a beaucoup de domaines voilà, de la physique aussi, hein, où voilà, les équations qu'on peut sortir en faisant des raisonnements physiques, voilà, elles admettront des solutions uniques. Et c'est quand même heureux, puisque dans la nature, en général, à des conditions données, la nature répond de manière unique et toujours la même. Donc, c'est un petit peu normal aussi. Alors, on va fixer, par exemple, C égale 0,1 mol par litre. Hein, et puis, on va voilà, obtenir les surfaces, hein, puisque c'est une fonction à deux variables. Donc, en fonction de E et de pH, voilà, cette fonction de deux variables, qui a E et pH associés, concentration en effet, on va la représenter sur une surface. Hein, et pareil pour les autres concentrations. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne Alors, le programme... Alors, comment résoudre ces équations hein. Comment résoudre ces équations? Bon, on va... je vais juste vous donner... par exemple, je vais supposer que le fer existe. Hein, parce que ça vous donnera un petit peu comment j'ai obtenu ces courbes. Voilà, alors je ne peux pas les voir les deux en même temps. Puis aller un petit peu de l'autre côté. Là. Bon, alors, voilà. Donc, voilà, je vous ai fait ça en Python. Voilà, concentration, donc... alors, je vais mettre en rouge, pourquoi pas. Bon, cette fois-ci, c'est moins épais. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je vais créer la fonction qui, à PHE, me renvoie le tuple, en fait, des 5 concentrations, des 5 espèces
potentiellement présente. D'accord? Alors, bon, en fonction du pH, je récupère tout de suite une variable qui va contenir la concentration en ion H-. D'accord? Voilà, donc j'applique l'autoprotolyse de l'eau. Alors, je vais faire l'hypothèse donc, que le fer existe. Si le fer existe, alors je sais que cette première équation que vous avez dans le tableau, d'accord, qui est... pardon, si on veut la revoir. Voilà, première équation, donc c'est celle-ci. Hein. Première équation, donc, elle est valable. Voilà, donc cette première équation, je l'ai réécrite ici, je l'ai réécrite là, elle me donne tout simplement Fe2. D'accord, il suffit de l'isoler. Hein, bon, voilà. Donc elle me donne la concentration en ion Fe2+. La deuxième expression de E, relatif au couple Fe3, Fe2, et si j'ai E est donné, Fe2, je viens de le trouver, donc je peux en déduire Fe3. D'accord, donc il suffit d'isoler Fe3, hein, c'est un calcul de 3 lignes. Voilà, donc je calcule la concentration en ion Fe3, voilà, ça fait en fonction de Fe2. Hein. Voilà. Alors, on sait que si le fer existe, il existe seul. Donc la conservation de la matière, en fait, elle se réécrit comme ça. Hein. C'est concentration en effet, plus concentration en Fe2+, plus concentration en Fe3+. Hein. Les solides autres que Fe ont des concentrations nulles. Donc finalement, la concentration en Fe, c'est C moins la concentration en Fe2+, et en Fe3+. Donc voilà comment ça s'écrit. Fe, concentration en fer, hein. C'est C moins Fe2, Fe3, voilà. Variables qui contiennent les concentrations en Fe2+, en Fe3+. Voilà, bon maintenant, quelles conditions je dois vérifier? Il faut que la concentration en effet soit positive, et il faut que mes deux KS, ou ce qui ressemblait au QS, hein, soient sous-vérifiés. D'accord? Donc il faut que, c'est ce qu'on avait écrit, un Fe2 facteur d'H au moins carré inférieur à KS1, strictement inférieur, et Fe3 facteur de H au moins puissance 3 inférieur à KS2. Voilà. Donc si ces trois conditions sont satisfaites, eh bien à ce moment-là, j'ai trouvé une solution qui marchait. Voilà, d'accord? Voilà, donc je mets un return, voilà, je mets un tuple, alors vous voyez dans quel sens j'ai mis, hein. J'ai mis dans le même ordre que je voulais, que j'ai mis ça au début du paragraphe, hein, par NO croissant. Donc voilà, donc je rentre ici la concentration en fer, la concentration en fer de plus, la concentration en FeHO2 qui vaut 0, la concentration en Fe3+, et la concentration donc en FeHO3 donc qui vaut 0, puisque par hypothèse, j'ai que le fer. Voilà, d'accord? Non. Alors, je ne vais pas vous insister sur le reste. Hein. Donc sinon, alors le return, évidemment, il arrête la fonction, hein, d'accord? Donc bon, si donc la condition n'est pas vraie, donc le return n'agit pas, donc la suite, on sait que le fer n'existe pas, d'accord? Donc on sait que le fer n'existe pas, donc c'est soit FeHO2, soit FeHO3, soit ni l'un ni l'autre. Hein, voilà. Et donc ensuite, on reprend la même, un raisonnement tout à fait semblable, d'accord, hein. On a des équations, donc très facilement on tire. Bon, voilà, l'équation en Fe2, elle sort évidemment du KS1, hein, on s'en doute, d'accord. Bon, le Fe3, il se déduit du Fe2 comme ci-dessus, hein, et ensuite le FeHO2, c'est par la conservation de la matière, hein, d'accord, puisque j'ai pas de Fe, j'ai pas de FeHO3, voilà, la conservation de la matière, elle sera écrite comme ça, d'accord, j'ai que le FeHO2, voilà, d'accord. Et la condition... Alors je sais déjà que le fer vaut, qu'il n'y a pas de fer, le fer vaut 0. Il faut que la concentration en FeHO2 soit strictement positive. Et puis toujours que il ne faut pas que le FeHO3 existe, donc il faut que son KS soit sous-vérifié. Hein. Voilà, donc c'est ce que je vérifie, voilà, dans le if. Et si ça marche, je return, si j'ose dire, les 5 concentrations. Hein. Donc évidemment le fer est nul. Donc j'ai calculé la concentration en Fe2, en FeHO2, en Fe3+, et je sais que la concentration en FeHO3, elle est nulle. Voilà, bon, d'accord, hein, et etc. Hein, voilà, et on arrive assez facilement à avoir les diagrammes que je vais vous montrer. Alors on va commencer par le fer. Voilà, le diagramme ici. Donc là, ce qu'on a... Alors, donc ici, je vous ai mis en X le pH, en Y le potentiel redox de la solution, donc de moins 1 volt à 1,5 volts, d'accord. Bon, le pH est pris de 0 à 14. Ici, donc, c'est la concentration. Hein, c'est la concentration, et ça, c'est C, hein, d'accord. Voilà. Donc, vous repérez où est la valeur de C. Hein, c'est la valeur max. Concentration. Aucune concentration peut dépasser C, hein, de toute manière. Voilà. Donc, voilà la concentration en fer. Hein.
nombre de moles divisé par le volume de la solution, en fonction du pH et de E. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une forme très particulière, c'est que c'est un petit peu, il y a une dichotomie, c'est-à-dire que soit, en fait, le nombre de moles, la concentration en Fe vaut la concentration max, c'est-à-dire C, soit elle vaut 0, quasiment 0, d'accord? Et voilà, et on passe de l'un à l'autre avec une frontière qui a l'air d'être très très mince, d'accord? Hein, alors là, en fait, c'est vertical, on verra après. Et ici, c'est pas tout à fait vertical parce qu'on voit qu'on a deux, bon, on a ça et on a ça, mais voilà, il faut voir que donc vous voyez, la réglure, comme elle est séparée, disons, de manière horizontale, hein, et là, donc, c'est tellement fin, en fait, que vous avez une réglure et deux réglures, c'est tout. Hein. Donc, vous voyez que, en gros, l'épaisseur, c'est l'épaisseur de deux carreaux, hein, à peu près, d'accord? Voilà, donc, on va bien sûr tirer parti de ça par la suite. Hein. C'est qu'en gros, voilà, la concentration en effet, soit elle est max, soit elle vaut la valeur max, soit elle vaut 0. Et puis, je dirais, entre les deux, il y a une zone grise qui est finalement très étroite à l'échelle de notre diagramme. Alors, le pH, on se doute que c'est de 0 à 14. Et puis le E, à peu près, on est de moins 2 volts à 2 volts, hein, d'une manière générale. Bon, là, il se trouve que j'ai un petit peu restreint parce que les zones d'intérêt vont à peu près de moins 1 à 1,5 volts. Donc voilà pour le faire. Hein. Ensuite, ça c'est FeHO2. D'accord, voilà, FeHO2. Et bien, c'est toujours pareil. D'accord, hein, c'est toujours pareil. Alors là, c'est bien la valeur maximum. Hein. Le plateau, vous avez bien, bon, c'est une question de perspective, hein, mais il est bien à 0,1, donc il est bien à C. Hein. Voilà, ici, donc c'est toujours C. Hein. Voilà, 0,1, c'est C. Voilà, d'accord. Donc soit ça vaut 0, hein, la concentration, le nombre de moles de FeHO2, soit il vaut 0, soit il vaut C fois V. Hein. Donc il vaut le maximum. Voilà, d'accord. Donc là, a priori, c'est des verticales. Hein. Et puis ici, vous voyez que voilà, vous voyez à peu près le nombre de carreaux que ça prend, hein, pour, on va dire, la frontière. C'est une espèce de falaise en quelque sorte, hein, voilà, qui nous permet de passer de la valeur nulle à la valeur max. Hein. Et ce sur voilà, une valeur de pH même à peu près de 1, à peine de 1. Hein. Voilà. D'accord. Voilà, et bon, vous doutez un petit peu que ça va être un peu tout le temps le cas comme ça. Hein. Voilà, ça c'est FeHO3. Hein. FeHO3, donc toujours pareil. Hein. Soit sa concentration, enfin, disons que son nombre de moles, c'est C fois V, donc c'est le maximum, donc on a ce plateau ici, hein, d'accord. Soit c'est nul. Hein, voilà. Soit c'est nul, et entre les deux, on a finalement une zone qui est assez étroite. Hein. On a une zone où on passe de 0 à C, de manière assez étroite. Hein. Là, vous voyez, il y a combien il y a de petites de bandes ici. Hein. Voilà, ça vous donne à peu près une idée de la largeur de cette falaise, on pourrait dire. Hein. Et ici, là, en fait, c'est vertical. Donc, on passe immédiatement en fait de C à 0. Voilà, la suivante, alors Fe2+. Hein. Voilà, Fe2+. Alors, elle est un petit peu, la forme qu'elle a. C'est toujours pareil. Hein. Soit on a 0, soit on a C. Et puis, entre les deux, on a voilà, des zones, plus ou moins, enfin, que j'appelle des falaises, hein, qui sont assez étroites, très étroites, on va dire, à l'échelle. Bon, à l'échelle des E, ici, hein, on voit à peu près ce que ça fait ici. Hein. D'accord, là, on voit qu'on a 4-5 traits. Hein. Voilà, d'accord. Donc ça nous fait quelque chose de l'ordre de 4-5 traits, ça fait 0. C'est de l'ordre de 0,06. Hein. L'échelle de tension dans ces problèmes, c'est 0,06. Donc là, on voit ça peut-être à peu près 2-3 fois 0,06. Hein. Voilà. D'accord. Voilà, et là, et ici de ce côté-là, c'est beaucoup plus étroit, hein. C'est beaucoup plus raide. Hein. Voilà. Voilà, et puis le dernier. Le dernier ici, c'est Fe3+. Voilà, donc on voit bien les zones de transition, hein, entre quand ça vaut C, quand c'est maximum, et puis quand ça vaut 0. Hein. Et on voit que ces zones de transition, je répète, elles sont étroites à l'échelle donc du graphique. Alors, voilà ce que ça nous donne. Bon, donc, alors on se doute bien que quand il y a une espèce qui vaut C, par concentration de la matière, les autres valent forcément 0. Donc en fait, ces plateaux, hein, qu'on a ici, ils vont forcément s'emboîter les uns dans les autres. D'accord ? Alors voilà ce que ça nous donne.
hein, quand on les met tous ensemble, voilà ce qu'on obtient. Hein, voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais rappeler les espèces, etc. Hein. Voilà. Donc, finalement, on ne va retenir hein, que ce qui se passe à la surface, quoi. D'accord? Donc, voilà. L'idée, si vous voulez, hein, c'est de ne pas s'embêter avec des informations du style concentration en fonction de E et de pH. C'est en gros de se dire, c'est soit ça vaut C, soit ça vaut 0. Hein, et on va simplement faire une partition du plan EPH, pour dire, bah là, dans telle zone, c'est telle espèce qui vaut C, donc toutes les autres valent 0, etc. Et voilà, ce qu'on va dire, c'est que au voisinage des frontières, alors on voit que la frontière ici, bon, elle est plus ou moins... elle sera... Bon, elle sera plus... Alors, il y a des frontières qui seront parfaitement délimitées, d'autres, bon, qu'on placera un petit peu où on veut. Hein. Voilà ce que ça va nous donner, hein, d'accord ? Voilà, donc ici, par exemple, alors là, ce qu'on voit, c'est que, bon, il y a une frontière, vraiment, c'est une ligne, hein. C'est la fameuse voilà, hein, coexistence Fe HO2. La coexistence, en fait, elle se fait sur une ligne. Hein. Voilà, donc on retrouve ici. Donc là, en fait, voilà. Hein. Je vais peut-être le mettre avec une autre couleur pour que... Voilà, donc ici, ce qu'on a envie de faire, c'est ça. Ensuite, voilà, c'est ça, voilà. Et puis, bon, on voit ce qui va se passer, hein. Là, voilà, bon, on a envie de mettre un peu la frontière à peu près par là, hein, entre Fe et Fe2. Alors, ça, voilà. D'accord, comme ça. Voilà, ici, on va la mettre à peu près là au milieu. Alors, en fait, on va voir qu'on peut la mettre un peu où on veut. C'est-à-dire que pour la trouver, ça peut être pratique de la mettre à la base de la falaise, au milieu. Hein. Alors, en général, c'est soit à la base, soit au milieu. On va voir, d'accord? Bon, mais en gros, elle se trouve là. Hein. Alors, on va avoir une certaine latitude, si vous voulez, un peu de choix. On va pas forcément... Là, évidemment, on pourrait se dire, on va la mettre bien au milieu des deux plateaux. Bon, on va voir que pour que ce soit assez pratique à déduire, hein, on la mettra peut-être pas là, hein, pas forcément au milieu. D'accord. Voilà. Et voilà un petit peu, en tout cas, bon, ce qu'on se dit que... Voilà, hein, voilà, on a finalement autant d'informations si on délivre quelque chose comme ça. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Hein. Donc, si je donne une partition du plan telle que je viens de le faire ici en noir, et voilà. Donc, dans chaque espace, je l'attribue évidemment à l'espèce dont la concentration vaut en gros C sur cet espace, sauf éventuellement au bord. Hein. Mais je dirais qu'il faut être... Alors, on voit à peu près ce que vaut ce bord. Hein. Voilà. Mais globalement, voilà, c'est un bord qui est à peu près, en valeur de pH, c'est plus ou moins 1, et en potentiel, c'est plus ou moins 0,06, quoi, qui est l'échelle de tension. Voilà. D'accord? Donc, l'idée du diagramme potentiel pH, c'est finalement de ne calculer que ces traits-là, que ces frontières, hein, que je vais appeler des frontières. D'accord? Voilà. On va voir, finalement, c'est pas vraiment plus simple en fait que de faire ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait est quelque part presque plus simple, parce que j'ai vraiment résolu des équations. Alors que là, il faudra un petit peu réfléchir. Voilà, puis on verra que ces frontières, pour que leur expression soit plus ou moins simple, on va être amené à choisir un petit peu des choix un petit peu arbitraires, des conventions pour ces frontières. Comme je l'ai dit, selon que ça nous arrange, on va les prendre soit à la base de la falaise, soit au milieu. Hein, voilà, et ça pour que ça nous arrange. Voilà, donc, alors je vais revenir au cours. Hein. Voilà, donc, diagramme de distribution. Alors, la conclusion de tout ça, hein, conclusion, donc, sauf sur une frontière donc, de largeur faible à l'échelle des maxima des valeurs de E, hein, donc moins 2 plus 2, et pH c'est 0,14, les concentrations des espèces hein, sont soit en gros égales à C, soit nulles. Hein, c'est-à-dire soit sensiblement égales à C ou très inférieures à C. On va donc remplacer le diagramme de distribution, hein, que je viens de vous faire, par un diagramme de prédominance-existence des espèces dans le plan EPH. Et ce diagramme de prédominance-existence, que je viens déjà de vous tracer, hein, ça va s'appeler le diagramme potentiel pH. Bon, nous, on va le tracer différemment avec une autre méthode. Hein. Bon, d'accord. Et voilà, d'accord. C'est-à-dire, on va faire une partition du plan EPH. Hein. Donc, chaque espèce va admettre une zone de prédominance-existence sur laquelle sa concentration vaudra en gros C, hein, sauf près de la frontière.
Et les différentes donc, zones de prédominance existence ne peuvent pas se recouvrir, elles vont s'emboîter. Hein. Voilà. Et leur union remplit entièrement le plan EPH. Voilà, donc ça c'est le programme pour la suite. Donc comment tracer finalement directement voilà, ces traits noirs que je vous ai donnés ici, hein, sans passer par un programme informatique. Voilà, donc c'est l'objet du paragraphe suivant.